Il était une fois, dans une contrée lointaine et mystérieuse, un sage légendaire du nom de Kala. Ce n'était pas un simple philosophe ou un homme de savoir ordinaire. Non, Kala était bien plus que cela. Il était la personnification vivante de la sagesse et des principes stoïciens, un véritable guide pour tous ceux qui aspiraient à une existence plus profonde et plus significative. Sa réputation s'étendait bien au-delà des frontières de son village reculé. On disait qu'il possédait une connaissance si profonde de la vie qu'il pouvait transformer les âmes tourmentées en esprits apaisés. Chaque jour, des voyageurs des quatre coins du monde parcouraient des kilomètres pour le rencontrer. Certains étaient des érudits à la recherche de nouvelles vérités, d'autres de simples gens désespérés, cherchant un remède à leurs souffrances ou un sens à leur vie. Et tous repartaient changés, portant en eux une étincelle d'une sagesse ancienne, mais toujours aussi précieuse. Ce que Kala offrait, ce n'étaient pas des recettes faciles ni des solutions magiques. Non, c'était bien plus profond. Il enseignait les vertus, le courage et l'acceptation du destin avec une telle simplicité que chaque mot résonnait comme une révélation. Il parlait de la vie, de la mort, de la joie, de la peine, mais surtout, il parlait de l'excellence de l'âme humaine, ce que les anciens Grecs appelaient « arête ». Son approche n'était pas théorique. C'était un art de vivre, un chemin vers la paix intérieure que chacun pouvait suivre, quelles que soient ses circonstances. Ces enseignements nous invitent encore aujourd'hui à nous arrêter un instant, à contempler le monde et à nous interroger sur ce qui compte vraiment. C'est cette sagesse intemporelle, incarnée par Kala, qui continue d'inspirer ceux qui, comme vous et moi, cherchent une vie de vertu, de sens et de sérénité. Dans cette vidéo de sagesse en évolution, nous allons explorer ensemble les leçons les plus profondes et les plus puissantes que Kala a partagées au cours de son existence. Ces enseignements ne sont pas seulement des idées philosophiques abstraites. Ils sont des pratiques concrètes pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie, à surmonter les défis et à trouver un véritable épanouissement. Si vous avez déjà ressenti que la vie moderne vous éloigne de l'essentiel, que vous êtes constamment tiraillé entre les distractions et les attentes des autres, alors vous êtes au bon endroit. Ce voyage que nous allons entreprendre aujourd'hui est une invitation à redécouvrir une sagesse oubliée. Une sagesse qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde et de vous voir vous-même. Restez avec nous, car ce n'est que le début. Les enseignements de Kala que nous allons dévoiler sont plus pertinents que jamais dans notre monde agité. En suivant cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez comment intégrer ces principes dans votre propre vie, afin de trouver la paix et la force intérieure que nous recherchons tous. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers de Kala, ce sage intemporel, et laissez-vous guider sur le chemin de l'épanouissement personnel et de la sagesse. 1. La recherche de la vertu, arête. La quête de la vertu, ou arête, était au cœur des enseignements de Kala. Lorsqu'un jeune voyageur se présenta devant lui, rempli d'incertitude et à la recherche d'un but dans sa vie, il posa cette question fondamentale. Comment puis-je trouver un véritable but et l'accomplissement dans la vie? La réponse de Kala fut simple mais profonde, cherche la vertu avant toute autre chose. Par ces mots, il ne proposait pas une destination, mais plutôt un chemin, une voie à suivre au quotidien. Pour Kala, l'arête était plus qu'une simple notion de moralité ou d'éthique. C'était un idéal à atteindre, l'excellence même de l'âme humaine. Cultiver la vertu signifiait se consacrer aux qualités qui composent une vie véritablement épanouie. La sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline. La sagesse, selon Kala, n'était pas simplement l'accumulation de connaissances, mais la capacité à discerner le bien du mal, le juste de l'injuste, et à faire des choix qui nous rapprochent d'une vie plus noble. Il encourageait à voir chaque expérience, chaque rencontre, comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Par exemple, même les épreuves les plus douloureuses de la vie étaient considérées comme des occasions de cultiver la sagesse. Une perte tragique, une déception amère ou une trahison peuvent nous enseigner davantage sur la nature humaine, nos propres faiblesses et nos forces que n'importe quel livre. Pour Kala, celui qui cherche à comprendre la vie doit d'abord accepter d'être un étudiant constant des leçons qu'elle offre.
Le courage était également essentiel sur le chemin de la vertu. Mais il ne s'agissait pas seulement du courage physique ou héroïque que l'on voit dans les récits épiques, mais aussi du courage moral, celui qui nous pousse à affronter nos peurs les plus profondes, à résister aux tentations faciles et à prendre des décisions difficiles pour rester fidèles à nos valeurs. Kala enseignait que le véritable courage réside dans la capacité à rester ferme face aux difficultés de la vie, à continuer d'avancer même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Un exemple concret serait le courage d'un parent qui, malgré des circonstances économiques difficiles, se bat chaque jour pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Ce courage-là n'a rien de spectaculaire, mais il est indispensable et il témoigne d'un engagement profond envers la vertu. Ensuite, il y avait la justice, une vertu que Kala considérait comme le ciment de toutes les autres. La justice, pour lui, ne consistait pas seulement à suivre les lois ou à respecter les règles, mais à agir de manière juste envers les autres, à leur rendre ce qui leur est dû et à traiter chacun avec la dignité et le respect qu'il mérite. Cela incluait la capacité de faire preuve d'empathie et de compassion, même dans les situations où il serait plus facile de juger ou de condamner. Par exemple, dans notre société moderne, pratiquer la justice pourrait signifier se dresser contre l'injustice sociale, soutenir les personnes marginalisées ou simplement faire preuve d'équité dans nos relations personnelles. Kala soulignait que la justice est ce qui rend la vie en communauté possible, car elle favorise l'harmonie et le respect mutuel. Enfin, l'autodiscipline était au cœur de l'enseignement de Kala sur la vertu. Sans autodiscipline, même la personne la plus sage, courageuse et juste pourrait se laisser emporter par ses passions ou ses impulsions. L'autodiscipline, selon Kala, était la capacité à diriger sa propre vie, à se maîtriser dans les moments de tentation et à persévérer face aux difficultés. Elle demandait une pratique quotidienne et un engagement envers soi-même. Prenons l'exemple d'un athlète qui se prépare pour une compétition. Il doit s'entraîner tous les jours, surveiller son alimentation et parfois se priver de plaisirs immédiats pour atteindre un objectif plus grand. Dans la vie de tous les jours, cela peut se traduire par la volonté de se lever tôt pour méditer, de travailler avec constance malgré les distractions ou de rester fidèle à ses engagements, même lorsque la tentation de l'abandon se fait sentir. Pour Kala, la recherche de la vertu était un voyage sans fin, une quête d'amélioration continue. Il croyait fermement que nous ne devrions jamais cesser de nous efforcer d'être meilleurs aujourd'hui que nous ne l'étions hier. Cet engagement envers l'amélioration de soi était la boussole qui orientait chaque pas sur le chemin de la vie. Chaque décision, grande ou petite, pouvait être évaluée à l'aune de la vertu. Est-ce que ce choix m'amène vers une vie d'excellence? Est-ce qu'il me rapproche de la meilleure version de moi-même? En posant ces questions, chacun pouvait orienter sa vie de manière à rechercher non seulement le succès matériel ou les plaisirs éphémères, mais une forme plus profonde d'accomplissement. Alors que nous explorons les enseignements de Kala, il est important de se rappeler que la vertu n'est pas une destination lointaine à atteindre, mais un chemin que nous empruntons chaque jour. Chacune des 4 qualités évoquées, la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline, est comme un fil tissé dans le tissu de notre existence. Ensemble, elles forment une toile qui soutient notre vie et lui donne une véritable signification. Kala nous invite donc à nous engager pleinement sur ce chemin, à nous demander constamment comment nous pouvons incarner ces vertus dans notre quotidien, que ce soit à travers de petits actes de bonté ou des choix de vie audacieux. Alors que nous terminons cette première partie sur la quête de la vertu, souvenons-nous qu'il s'agit d'un engagement personnel, d'une promesse de grandir et d'évoluer. La vertu est un compagnon de route, un guide silencieux qui nous aide à naviguer dans les tempêtes de la vie. Et en poursuivant cette quête, nous nous rapprochons de ce qui nous rend véritablement humains. 2. L'acceptation de son destin, amor fati. L'acceptation de son destin, ou amor fati, était une des pierres angulaires de la philosophie de Kala. Ce principe, profondément enraciné dans la pensée stoïcienne, invite chacun à embrasser la totalité de ce que la vie nous apporte, non seulement les joies, mais aussi les peines, les succès et les échecs. Pour Kala,
Le véritable pouvoir réside dans la capacité à accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans résistance, et à les intégrer dans notre existence comme faisant partie d'un plan plus vaste. La vie, avec toutes ses incertitudes, ses revers et ses surprises, est un chemin semé d'embûches, mais c'est précisément en apprenant à accueillir chaque expérience que l'on trouve la paix intérieure. Lorsque le verger bien-aimé de Cala fut détruit par une tempête dévastatrice, il aurait été facile de céder au désespoir ou à la colère. Après tout, ce jardin n'était pas seulement une source de nourriture et de beauté, il représentait des années de travail et de soins. Pour beaucoup, voir quelque chose d'aussi précieux se transformer en ruine aurait été une tragédie insurmontable. Mais pour Cala, cette épreuve faisait partie du grand tableau de la vie. « J'accepte ce qui s'est passé », dit-il calmement. En disant cela, il ne niait pas la perte ni la douleur qu'elle entraînait. Il reconnaissait simplement que lutter contre la réalité était une bataille perdue d'avance. La tempête avait déjà eu lieu, le verger était déjà détruit. Aucune lamentation ne pourrait changer cela. Au lieu de se laisser abattre, il choisit de voir cette destruction comme une opportunité. Celle de renouveler le jardin, d'apprendre de l'événement et d'utiliser cette expérience pour cultiver la résilience. La mort fati ne signifie pas se résigner ou se complaire dans la passivité face aux difficultés. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude proactive face à ce que la vie nous impose, de se dire « ce qui arrive, arrive, et je choisis de l'accueillir avec un esprit ouvert ». Cette acceptation radicale ne consiste pas à nier la douleur ou la souffrance, mais à les reconnaître comme des éléments naturels du voyage humain. Prenons l'exemple d'un athlète qui se blesse gravement. Si cet athlète ne fait que regretter son sort, il perd une opportunité précieuse d'apprendre à connaître son corps, à découvrir de nouvelles techniques de réhabilitation, ou même à cultiver d'autres aspects de sa vie auxquels il n'avait jamais prêté attention. En adoptant la mort fati, il voit la blessure non pas comme un obstacle à son parcours, mais comme une partie intégrante de son cheminement vers l'excellence. Cala enseignait que chaque expérience, qu'elle soit agréable ou douloureuse, enrichit notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Considérons, par exemple, une personne qui perd soudainement son emploi. Il est naturel de ressentir de l'inquiétude, de la peur ou de l'amertume. Mais selon le principe de la mort fati, cette situation doit être embrassée comme une occasion de redéfinir ses priorités, de chercher un nouveau sens à sa vie, ou même de découvrir des talents ou des passions qui seraient restés inexploités sans ce changement forcé. En accueillant ce nouvel état de fait avec ouverture et curiosité, on transforme ce qui aurait pu être un événement uniquement négatif en une opportunité de croissance personnelle. Cette capacité à accepter et à transformer les difficultés est précisément ce qui permet de développer la résilience et de vivre en paix, quelles que soient les circonstances. Pour Cala, l'idée d'accepter son destin n'était pas seulement théorique, elle s'appliquait à tous les aspects de la vie. Il croyait que même les événements les plus insignifiants avaient un rôle à jouer dans notre développement personnel. Une journée pluvieuse, un contretemps dans les transports ou une dispute avec un proche peuvent sembler anodins. Mais lorsqu'ils sont accueillis avec l'esprit de la mort fati, ils deviennent des occasions de pratiquer la patience, l'humilité et l'adaptabilité. Chaque moment, aussi ordinaire soit-il, offre une leçon à celui qui est prêt à la recevoir. Cette perspective rend la vie entière plus riche et plus significative, car elle transforme le banal en extraordinaire. L'un des enseignements les plus profonds de Cala sur la mort fati réside dans l'idée que l'acceptation ne se limite pas à supporter passivement les événements. Elle implique de les aimer activement, de les chérir comme une partie nécessaire de notre histoire. Lorsque nous embrassons notre destin, nous devenons les artisans de notre propre vie. Nous cessons d'être des victimes des circonstances et devenons les créateurs de notre propre existence. Il s'agit de voir chaque événement, non pas comme une barrière qui se dresse sur notre chemin, mais comme une brique qui construit la route sur laquelle nous avançons. Même les moments les plus sombres de la vie, comme la perte d'un être cher, peuvent être intégrés dans cette vision du monde. Au lieu de fuir la douleur, on l'accepte, on la vit pleinement, et en faisant cela, on lui permet de nous transformer en profondeur.
L'acceptation de son destin ne signifie pas que l'on doit cesser de chercher à améliorer sa situation. Kala n'aurait jamais conseillé de rester inactif face aux défis. Au contraire, l'amor fati nous incite à agir, mais à le faire sans attachement aux résultats. Il s'agit de mettre toute notre énergie dans nos efforts, tout en sachant que le résultat final pourrait ne pas être celui que nous attendions. Par exemple, un étudiant qui prépare un examen difficile ne devrait pas seulement travailler dur pour obtenir une bonne note. Il devrait également être prêt à accepter le résultat, quel qu'il soit, et voir chaque échec potentiel comme une occasion d'apprendre et de se renforcer. Cette attitude lui permet de rester serein et concentré, quelle que soit l'issue. Alors que nous terminons cette deuxième partie sur l'acceptation de son destin, souvenons-nous que l'amor fati est une invitation à accueillir la vie dans sa globalité. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur la douleur ou les épreuves, mais de les intégrer pleinement dans notre existence, comme des éléments essentiels de notre cheminement. En embrassant tout ce que la vie nous réserve, nous devenons plus forts, plus sages et mieux préparés à affronter les défis à venir. 3. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. L'une des leçons les plus importantes que Kala enseignait à ses disciples était de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Dans un monde souvent imprévisible et chaotique, il est facile de se sentir submergé par l'incertitude et l'impuissance. Durant une période de troubles politiques, alors que son pays était en proie à l'instabilité, un ami de Kala, en proie à l'inquiétude, lui demanda comment elle parvenait à rester serein et imperturbable au milieu de tout ce tumulte. La réponse de Kala fut à la fois simple et profonde: « Je me concentre sur ce que je peux contrôler ». Il expliqua que s'il ne pouvait pas influencer les décisions des dirigeants ni les actions des autres, il avait toujours la possibilité de choisir sa propre réponse aux événements. En orientant son attention vers ses propres pensées, actions et réactions, il restait maître de son état d'esprit et évitait de gaspiller son énergie sur des choses qui échappaient à son emprise. Cette leçon de Kala nous rappelle l'un des principes centraux de la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Ce concept divise les aspects de la vie en deux catégories: ceux que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, nos attitudes et nos comportements, et ceux que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions des autres, les événements naturels ou les résultats de nos efforts. En concentrant notre énergie sur ce qui est véritablement sous notre pouvoir, nous pouvons éviter le stress inutile et l'anxiété qui accompagnent les tentatives de contrôler l'incontrôlable. Prenons l'exemple concret d'un employé confronté à une restructuration de son entreprise. Il ne peut pas contrôler les décisions de la direction ni les changements qui en résultent. Toutefois, il peut contrôler la manière dont il choisit de réagir à ces événements en développant de nouvelles compétences, en restant flexible ou en cherchant d'autres opportunités. Cette attitude proactive lui permet non seulement de conserver son calme, mais aussi de sortir plus fort de la situation. Kala enseignait que l'investissement émotionnel dans des choses qui échappent à notre pouvoir est une source majeure de frustration. Lorsque nous nous soucions excessivement des opinions des autres ou que nous essayons de changer des situations hors de notre portée, nous dilapidons une énergie précieuse qui pourrait être utilisée de manière plus constructive. Par exemple, imaginons une personne qui perd des heures à ruminer sur une injustice qu'elle a subie au travail. Si elle n'a aucun pouvoir de changer la situation ou de modifier la décision qui a été prise, continuer à se focaliser sur cette injustice ne fera qu'aggraver son stress. En revanche, si elle décide de se concentrer sur ce qu'elle peut faire pour améliorer sa propre situation, que ce soit en cherchant un nouveau poste, en développant ses compétences, ou même en travaillant sur sa résilience émotionnelle, elle regagne le contrôle sur sa vie. Ce changement d'état d'esprit lui permet de se libérer du fardeau de la colère et du ressentiment. L'idée de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler s'applique également à nos relations avec les autres. Kala expliquait qu'il est naturel de vouloir que nos proches changent certains comportements ou qu'ils adoptent une perspective différente. Cependant, il soulignait que nous ne pouvons pas forcer les autres à agir ou à penser d'une certaine manière. La seule chose que nous pouvons contrôler, c'est la façon dont nous interagissons avec eux. Plutôt que de s'énerver face à une personne qui refuse d'adopter notre point de vue,
il est plus sage de choisir de répondre avec patience et compréhension. Cela ne signifie pas que nous devons accepter des comportements toxiques ou nuisibles, mais plutôt que nous devons chercher à influencer par l'exemple et rester maîtres de nos propres réactions. Dans un contexte plus large, Kala rappelait à ses disciples qu'il est important de ne pas se laisser emporter par les troubles du monde extérieur. Les crises politiques, les catastrophes naturelles ou les bouleversements économiques sont des éléments de l'existence humaine qui échappent souvent à notre contrôle individuel. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons rester indifférents ou inactifs face à ces défis. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler signifie identifier les petites actions que nous pouvons entreprendre pour contribuer positivement, même à une échelle modeste. Par exemple, face à un problème global comme le changement climatique, il serait facile de se sentir impuissant. Toutefois, plutôt que de succomber à ce sentiment, une personne peut choisir de se concentrer sur ce qu'elle peut faire personnellement. Réduire son empreinte carbone, sensibiliser son entourage, ou soutenir des initiatives locales de protection de l'environnement. Ces actions, bien que limitées à l'échelle individuelle, redonnent un sentiment de contrôle et renforcent la résilience. Kala soulignait également l'importance de gérer ses propres pensées pour maintenir le calme intérieur. Il expliquait que si nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons néanmoins choisir comment nous les percevons. Cette capacité à changer notre perspective est un outil puissant pour cultiver la sérénité. Si nous considérons les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles, nous modifions notre expérience de ces situations. Par exemple, une personne qui voit un échec comme un signe d'incompétence sera découragée, tandis que quelqu'un qui le considère comme un enseignement précieux pour progresser s'en trouvera renforcé. En fin de compte, Kala enseignait que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle est une manière de reprendre les rênes de notre propre vie. Cela nous permet de canaliser notre énergie vers des actions concrètes, plutôt que de la gaspiller en inquiétudes inutiles. En nous rappelant constamment que notre véritable pouvoir réside dans nos choix personnels, nous développons la résilience nécessaire pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Ce principe ne promet pas une vie sans difficulté, mais il nous donne les outils pour y faire face avec courage et détermination. Alors que nous poursuivons notre exploration des enseignements de Kala, nous allons maintenant nous pencher sur le concept de vivre en harmonie avec la nature, ou logo. Ce principe stoïcien nous invite à observer l'ordre naturel du monde et à en tirer des leçons pour notre propre existence. Restez avec nous pour découvrir comment la contemplation du cosmos peut nous aider à trouver la paix intérieure et à nous ancrer dans le flot de la vie. 4. Vivre en harmonie avec la nature, logo. Le concept de vivre en harmonie avec la nature, ou logo, était central dans l'enseignement de Kala. Cette idée ne se limitait pas à une simple contemplation de la beauté naturelle, mais englobait une compréhension plus profonde de l'ordre du monde et de notre place en son sein. Pour Kala, le cosmos n'était pas seulement un spectacle à admirer, mais un modèle d'équilibre et de sagesse, une source d'enseignement sur la manière de vivre. Un soir d'été, alors qu'il contemplait les étoiles scintillantes, un de ses disciples lui demanda pourquoi il trouvait tant de réconfort dans cette observation. En observant l'ordre naturel de l'univers, répondit Kala, je me rappelle de l'impermanence de toute chose. Cela m'ancre et m'aide à trouver la paix au milieu du flot incessant de la vie. L'observation du cosmos permettait à Kala de prendre conscience de la petitesse de l'être humain face à l'immensité de l'univers. Cela lui enseignait l'humilité, lui rappelant que les tracas du quotidien, les succès et les échecs qui semblaient si importants, n'étaient en réalité que de petites vagues sur l'océan infini de l'existence. Cet ancrage dans une perspective cosmique aidait à relativiser les défis et les souffrances de la vie. Si les étoiles, les planètes et les galaxies pouvaient exister depuis des milliards d'années, traversant des cycles de création et de destruction, alors il devenait évident que nos propres vies, si courtes et éphémères, ne devaient pas être vécues avec une angoisse excessive. Kala voyait la nature comme un miroir dans lequel nous pouvions voir notre propre impermanence et trouver la sérénité dans cette prise de conscience.
L'idée de vivre en harmonie avec le logo signifiait aussi suivre le flux naturel des événements, plutôt que de s'y opposer. Kala enseignait que la résistance à la réalité ne faisait qu'amplifier la souffrance. Par exemple, quand les saisons changent, on n'essaie pas de les empêcher de suivre leur cours. On s'adapte, on se prépare à l'hiver quand les jours raccourcissent, et on célèbre le printemps quand les fleurs commencent à s'épanouir. De la même manière, dans la vie humaine, il est nécessaire de s'ajuster au haut et au bas, au commencement et aux fins. En acceptant le fait que tout est en perpétuel changement, on apprend à ne pas s'accrocher aux choses et à embrasser le mouvement constant de la vie. Vivre en harmonie avec la nature signifiait aussi reconnaître et accepter notre propre nature humaine. Cela impliquait de comprendre nos instincts, nos émotions et nos besoins fondamentaux, et de les respecter tout en cherchant à les maîtriser. Les enseignements de Kala encourageaient à ne pas renier nos désirs ou nos craintes, mais à les observer avec un esprit calme, de la même manière qu'on observerait un arbre plié sous le vent ou une rivière s'écouler sans fin. Par exemple, lorsque nous ressentons de la colère ou de la tristesse, Kala suggérait de voir ces émotions comme des phénomènes naturels, des réactions humaines face à certaines circonstances. Plutôt que de les refouler ou de se laisser emporter par elles, il conseillait de les accepter et de les observer, comme on observerait un nuage passer dans le ciel. En les comprenant, nous pouvons apprendre à ne pas nous laisser dominer par elles. Kala trouvait aussi dans la nature une leçon sur l'interconnexion de toutes choses. Il expliquait que, tout comme chaque élément du cosmos était relié à un ensemble plus vaste, chaque individu faisait partie intégrante de l'humanité et de la vie sur Terre. Ainsi, vivre en harmonie avec la nature, c'était aussi vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Par exemple, dans une forêt, chaque arbre, plante et créature jouent un rôle dans l'écosystème. Ils contribuent tous à l'équilibre de l'ensemble, même si leurs actions individuelles peuvent sembler insignifiantes. De la même manière, chaque être humain, par ses actions et ses choix, influence l'équilibre de la société. Cette compréhension pousse à agir avec bienveillance et responsabilité, non seulement envers les autres, mais aussi envers l'environnement qui nous entoure. Kala enseignait également que la nature nous apprend à accepter l'inévitabilité de la fin. L'observation du cycle de la vie et de la mort dans la nature, des feuilles qui tombent en automne aux fleurs qui renaissent au printemps, nous rappelle que la mort n'est pas une fin absolue, mais simplement une transition, une transformation. Tout dans la nature suit un cycle de croissance, de déclin et de renouveau. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de craindre la fin et apprenons à apprécier le présent avec une intensité nouvelle. Ce n'est pas pour se résigner, mais pour embrasser la vie avec une gratitude authentique, sachant qu'elle est précieuse précisément parce qu'elle est éphémère. Enfin, Kala voyait dans le logo une invitation à la simplicité et à la modération. La nature, avec ses cycles harmonieux et ses équilibres délicats, nous enseigne à ne pas rechercher l'excès, mais à viser un mode de vie équilibré. La croissance des plantes, le déplacement des animaux, et même la rotation des planètes obéissent tous à un rythme qui n'est ni précipité ni stagnant. Apprendre à vivre selon ce même rythme naturel, à respecter les besoins de notre corps et les limites de nos capacités, nous permet de mener une vie plus saine et plus épanouie. Par exemple, si l'on observe un arbre fruitier, on remarque qu'il ne produit pas des fruits toute l'année, mais seulement durant une saison. De même, il y a dans nos vies des périodes d'action intense et des périodes de repos, et les deux sont tout aussi essentiels à notre bien-être. À travers ses enseignements sur le logo, Kala nous invitait à ouvrir les yeux sur la sagesse qui se cache dans l'ordre naturel du monde. En apprenant à vivre en harmonie avec cette sagesse, nous pouvons trouver une tranquillité d'esprit qui transcende les turbulences du quotidien. En regardant au-delà de nos propres préoccupations immédiates, en contemplant les étoiles ou en observant simplement un ruisseau couler, nous découvrons que la paix réside dans l'acceptation et l'harmonie avec le flux de la vie. 5. Trouver l'équilibre, apata. La quête de l'équilibre, ou apata, était un principe fondamental dans les enseignements de Kala. Ce concept stoïcien de l'équanimité ne vise pas à éliminer les émotions, mais à les comprendre, les accepter,
et les intégrer dans notre vie de manière à ce qu'elles ne nous dominent pas. Lorsqu'il traversa une période de deuil personnel, Kala ressentit toute l'intensité de sa tristesse, mais il ne permit pas à cette douleur de l'écraser ou de le détourner de sa voie. J'accepte mes émotions, mais je ne les laisse pas me gouverner. Je m'efforce de trouver l'équilibre, car c'est dans la sérénité que la véritable force se révèle, expliqua-t-il à un ami qui le voyait faire face à cette épreuve avec une étonnante sérénité. Pour Kala, l'équilibre émotionnel ne signifiait pas l'absence d'émotion, mais la capacité à reconnaître nos sentiments tout en évitant de nous y identifier entièrement. Lorsqu'une émotion survient, que ce soit la colère, la tristesse ou même la joie, il est naturel de la ressentir. Ce qui importe, c'est de ne pas se laisser emporter par elle au point de perdre le contrôle de soi. Prenons l'exemple d'une personne qui se retrouve en colère suite à une injustice. Cette colère, bien qu'elle soit une réaction normale et humaine, peut rapidement devenir destructrice si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut conduire à des actes ou des paroles regrettables. En adoptant une approche stoïcienne de l'équilibre, on apprend à reconnaître cette colère, à l'accepter pour ce qu'elle est, tout en s'efforçant de la canaliser de manière constructive, comme en utilisant cette énergie pour agir de manière positive ou pour défendre une cause de façon mesurée. Kala croyait que les émotions, bien qu'intenses, étaient temporaires par nature. Elles surgissent, atteignent leur paroxysme, puis finissent par s'estomper. L'une des clés pour trouver l'équilibre est de se rappeler cette impermanence. Même dans les moments les plus douloureux, comme le deuil, il savait que la tristesse allait passer. Cela ne signifie pas qu'il minimisait sa peine ou qu'il cherchait à l'ignorer, mais plutôt qu'il la vivait pleinement sans la laisser définir toute son existence. Pour illustrer cette idée, on pourrait imaginer une tempête sur l'océan. Elle peut être violente et tourmentée, mais elle finit toujours par se calmer, et l'eau redevient paisible. De la même manière, nos émotions, aussi tumultueuses soient-elles, finissent par se dissiper avec le temps. L'approche de Kala consistait à naviguer au travers de ces tempêtes intérieures avec calme, en sachant qu'elles ne dureraient pas éternellement. L'une des façons dont il cultivait l'équanimité était par l'auto-examen constant. Il s'accordait régulièrement des moments de réflexion pour comprendre l'origine de ses émotions et leur signification. Si une situation lui causait du chagrin ou de la frustration, il cherchait à comprendre pourquoi cela le touchait autant. Était-ce parce qu'il nourrissait des attentes irréalistes? Avait-il une attache trop forte à certaines personnes ou à certains résultats? Cette introspection l'aidait à clarifier ses sentiments et à éviter de se laisser emporter par eux. En se posant ces questions, chacun peut apprendre à mieux comprendre ses propres réactions et à retrouver plus facilement un état de sérénité. Un autre aspect fondamental de l'équilibre émotionnel, tel que Kala l'enseignait, était l'importance de ne pas rechercher l'insensibilité totale. Certains pourraient croire, à tort, que le stoïcisme prône une forme de froideur émotionnelle, mais ce n'était pas le cas pour Kala. Il affirmait que les émotions font partie intégrante de la nature humaine et qu'elles jouent un rôle essentiel dans notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Le but n'était pas de devenir insensible, mais de développer une force intérieure qui permet de ressentir les émotions sans en être submergé. Par exemple, lorsqu'on perd un être cher, il est naturel de ressentir de la tristesse, de pleurer et de se remémorer les bons moments passés ensemble. Cependant, l'équilibre consiste à traverser cette épreuve avec la conscience que cette douleur fait partie du processus de guérison et qu'il est possible de continuer à avancer tout en portant ce souvenir avec dignité. Kala utilisait aussi la méditation sur l'impermanence des choses pour cultiver l'équilibre. En se rappelant constamment que tout est en perpétuel changement, les saisons, les relations, les états d'âme, il trouvait la tranquillité d'esprit. En effet, accepter l'idée que rien n'est permanent nous aide à nous détacher des émotions négatives lorsque nous les vivons et à ne pas nous accrocher désespérément aux émotions positives lorsqu'elles se manifestent. Cette compréhension nous pousse à apprécier les moments de bonheur sans craindre qu'ils ne disparaissent et à endurer les moments difficiles en sachant qu'ils ne dureront pas toujours. Kala enseignait que pour trouver l'équilibre, il était essentiel de cultiver la patience avec soi-même.
Il savait que même avec une pratique assidue de l'équanimité, il est naturel d'avoir des jours où l'on se sent plus vulnérable, où l'on se laisse parfois emporter par une émotion forte. Il ne s'agissait pas de se juger durement dans ces moments, mais de les voir comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Par exemple, si une personne se laisse submerger par la peur face à une situation imprévue, plutôt que de se condamner pour son manque de sang-froid, elle devrait se rappeler que la maîtrise de soi est un exercice quotidien, et que chaque épreuve contribue à renforcer cette compétence. À travers la Pata, Kala cherchait également à enseigner que l'équilibre est une forme de liberté. Lorsque nous apprenons à ne pas être les esclaves de nos émotions, nous sommes libérés des chaînes de la réactivité automatique. Nous avons alors la possibilité de choisir nos réponses aux événements de la vie, plutôt que de les subir passivement. Par exemple, face à une provocation, quelqu'un qui a cultivé l'équilibre émotionnel pourra choisir d'ignorer l'offense ou de répondre calmement, tandis que quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions risque de réagir impulsivement, en se mettant en colère ou en se défendant de manière disproportionnée. Pour Kala, l'équanimité n'était pas un objectif lointain ou inaccessible, mais un état d'esprit que l'on pouvait cultiver jour après jour. À travers la pratique quotidienne de l'introspection, de la méditation et de l'acceptation des émotions sans jugement, il croyait que chacun pouvait trouver la sérénité intérieure, même au milieu des plus grandes tempêtes de la vie. 6. La pratique de l'introspection, PROC. La pratique de l'introspection, ou PROC, tenait une place centrale dans les enseignements de Kala. Cette auto-examination régulière était pour lui bien plus qu'une simple réflexion occasionnelle sur ses actions passées. Elle constituait une véritable discipline, un rituel quotidien pour évaluer ses pensées, ses actions et ses intentions. Un matin, alors qu'il s'était assis en silence près d'un ruisseau chantant, il fut interrompu par un voyageur curieux qui lui demanda ce qu'il faisait. Kala répondit calmement : « Je réfléchis à mes pensées, à mes actions et à mes intentions. Cette auto-examination me permet de grandir et d'aligner ma vie avec la vertu. » Pour lui, l'introspection était une boussole qui guidait son chemin vers l'amélioration continue. Kala considérait que la réflexion sur soi-même permettait d'identifier les comportements à corriger, les attitudes à renforcer et les erreurs à éviter à l'avenir. Dans la vie quotidienne, il est facile de se laisser emporter par le flot des événements, d'agir par automatisme ou de réagir impulsivement aux situations. L'introspection, en revanche, invite à prendre du recul, à observer ses propres pensées et à comprendre les motivations qui les sous-tendent. Par exemple, après avoir ressenti de la colère à cause d'un désaccord, au lieu de simplement rejeter la faute sur l'autre personne, Kala conseillait de s'interroger : pourquoi ai-je réagi de cette manière ? Y avait-il une insécurité ou une peur cachée derrière ma réaction ? Ces questions permettent de découvrir les schémas émotionnels et cognitifs qui influencent nos actions et de les corriger pour agir de manière plus vertueuse à l'avenir. L'introspection n'était pas pour Kala un exercice destiné à renforcer la culpabilité ou le regret, mais une pratique de connaissance de soi et de transformation personnelle. Il voyait chaque moment de réflexion comme une opportunité de se reconnecter à ses valeurs fondamentales et de réajuster sa conduite en conséquence. Par exemple, si, après une journée difficile, il se rendait compte qu'il avait perdu patience avec quelqu'un, il ne se contentait pas de se reprocher cette perte de sang-froid. Il cherchait à comprendre ce qui avait déclenché cette impatience et se demandait comment il aurait pu réagir avec plus de calme et de compassion. Ainsi, chaque séance d'introspection devenait une occasion de mieux comprendre ses propres faiblesses et de mettre en place des stratégies pour les surmonter. Pour Kala, il était essentiel que l'introspection ne se limite pas à une analyse mentale, mais qu'elle se traduise aussi par des actions concrètes pour s'améliorer. Par exemple, si l'introspection révélait un manque de courage dans une situation donnée, il cherchait des moyens de cultiver cette vertu. Cela pouvait passer par l'engagement à affronter une peur spécifique ou à défendre une cause qu'il jugeait juste, même si cela lui coûtait. Cette approche pragmatique faisait de l'introspection non seulement un outil de réflexion, mais aussi un moteur d'action. La connaissance de soi n'avait de valeur que si elle conduisait à un changement tangible.
Kala enseignait également que l'introspection devait être une habitude régulière, car nous évoluons constamment. Les défis et les circonstances de la vie changent, tout comme nos réactions et nos perceptions. En pratiquant l'introspection de manière continue, on peut s'assurer de rester aligné avec ses valeurs malgré les fluctuations du monde extérieur. Imaginons un marin en pleine mer. Il ne se contente pas de vérifier sa boussole d'une seule fois au début du voyage, il la consulte fréquemment pour s'assurer de rester sur la bonne trajectoire. De la même manière, l'introspection régulière permet de réajuster le cap de notre vie pour qu'il reste orienté vers la vertu, quels que soient les obstacles ou les distractions rencontrées en cours de route. L'un des plus grands bénéfices de l'introspection était, pour Kala, la possibilité d'éviter les répétitions d'erreurs passées. En prenant le temps de réfléchir aux actions passées et à leurs conséquences, il devenait plus facile de ne pas retomber dans les mêmes travers. Par exemple, une personne qui réalise, grâce à l'introspection, qu'elle adopte souvent une attitude défensive lorsqu'elle reçoit une critique, peut travailler à accueillir les remarques de manière plus ouverte à l'avenir. En identifiant clairement les réactions problématiques et en les analysant en profondeur, on peut briser les schémas automatiques qui nous éloignent de la vertu. Pour Kala, l'introspection était également un moyen de cultiver la gratitude. En réfléchissant non seulement aux aspects de la vie qu'il souhaitait améliorer, mais aussi aux moments de réussite et aux vertus déjà présentes en lui, il renforçait son appréciation pour le chemin parcouru. Cela ne signifiait pas se satisfaire de ce que l'on est, mais reconnaître les progrès réalisés tout en continuant à aspirer à devenir meilleur. Par exemple, en repensant à une situation difficile où il avait réussi à faire preuve de patience ou de courage, il pouvait se féliciter de cette réussite, tout en cherchant à identifier les moyens d'aller encore plus loin dans cette voie. Ainsi, l'introspection devenait non seulement une source d'amélioration, mais aussi un moyen de nourrir un état d'esprit positif et motivant. Kala soulignait également l'importance de la sincérité dans la pratique de l'introspection. Il ne servait à rien de se mentir à soi-même ou de minimiser ses défauts et ses erreurs. Au contraire, il fallait faire preuve d'une honnêteté brutale, ne pas chercher d'excuses et admettre pleinement ses manquements. Cette transparence avec soi-même demandait du courage, mais elle était essentielle pour avancer véritablement sur le chemin de la vertu. Il est souvent plus facile de blâmer les circonstances ou les autres pour nos propres échecs, mais Kala nous rappelle que le véritable progrès commence lorsque l'on prend la responsabilité complète de ses pensées et de ses actions. À travers la pratique de l'introspection, Kala montrait aussi à ses disciples l'importance de la continuité et de la persévérance sur le chemin du progrès personnel. La route vers l'excellence n'est pas une ligne droite, mais un parcours parsemé d'obstacles et de détours. Parfois, malgré tous nos efforts, nous pouvons avoir l'impression de régresser ou de faire face à de nouvelles difficultés. C'est précisément dans ces moments que l'introspection prend toute son importance. En revisitant régulièrement ses objectifs, en réévaluant ses progrès et en ajustant ses efforts, on s'assure de continuer à avancer, même si le chemin peut sembler sinueux. 7. Se souvenir de la fugacité de la vie, Memento Mori. Le concept de Memento Mori, ou se souvenir de la fugacité de la vie, était l'un des enseignements les plus puissants de Kala. Alors qu'il approchait de la fin de ses jours, il rassembla ses disciples autour de lui pour partager un ultime message. Souvenez-vous que la vie est éphémère et que nous devons chérir chaque instant. Vivez avec un but, car un jour, nous retournerons tous à la terre. Par ces mots, il leur rappelait l'importance de vivre pleinement en gardant à l'esprit la brièveté de l'existence. Pour Kala, la conscience de la mortalité n'était pas une source de peur ou de tristesse, mais un appel à l'action, une invitation à donner un sens véritable à chaque moment. La philosophie de Memento Mori encourageait ses disciples à considérer chaque jour comme un cadeau, une opportunité d'agir avec intention et de faire des choix alignés avec la vertu. Pour illustrer ce principe, Kala prenait souvent l'exemple des feuilles d'un arbre en automne. Lorsque les feuilles tombent, elles rappellent que même les plus belles choses de la nature sont temporaires. La fragilité de la vie rend chaque instant précieux, et c'est précisément cette impermanence qui donne à la vie son intensité.
Si nous savions que nous vivrions éternellement, il est probable que nous reporterions indéfiniment nos actions, croyant que nous aurons toujours du temps pour corriger nos erreurs ou atteindre nos objectifs. Mais en étant conscients que notre temps est limité, nous sommes poussés à agir maintenant, à ne pas perdre un seul instant. Pour Kala, Memento Mori ne signifiait pas simplement réfléchir à la mort de manière abstraite, mais intégrer cette conscience dans sa vie quotidienne. Cela pouvait se traduire par des gestes simples, dire « je t'aime » aux personnes qui comptent pour nous, poursuivre les rêves que l'on a toujours remis à plus tard, ou encore éviter les querelles inutiles et les regrets qui nous empêchent d'avancer. Il enseignait à ses disciples qu'en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, on apprend à apprécier ce que l'on a, à prendre conscience de ce qui est vraiment important et à se libérer des préoccupations futiles. Par exemple, face à un choix difficile, se demander « si je devais mourir demain, serais-je satisfait de cette décision ?» permet d'aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Se souvenir de la fugacité de la vie incitait également Kala à encourager ses disciples à cultiver la gratitude. Lorsque l'on sait que chaque moment est unique et ne se reproduira jamais, il devient plus naturel de se réjouir des choses simples. Le sourire d'un ami, la chaleur du soleil sur la peau, ou la sensation de marcher pieds nus sur l'herbe. Cette capacité à s'émerveiller du quotidien est une forme de sagesse qui permet de vivre avec plus de légèreté et d'intensité. Kala expliquait que la gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, mais une pratique qui transforme notre perception de la vie. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous découvrons que même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de se sentir chanceux. Un autre aspect de Memento Mori était l'idée de réévaluer constamment ses priorités. Si la vie est courte, il est essentiel de s'assurer que l'on consacre son temps et son énergie à des choses qui ont vraiment du sens. Kala invitait ses disciples à se poser régulièrement la question « Suis-je en train de vivre selon mes valeurs ?» Cela pouvait les amener à renoncer à certaines activités ou habitudes qui, bien qu'agréables ou confortables, ne contribuaient pas à leur croissance personnelle ou à leur bonheur profond. Par exemple, une personne pourrait se rendre compte qu'elle consacre trop de temps à un travail qui ne lui apporte pas de satisfaction ou à des relations superficielles qui ne nourrissent pas son esprit. En intégrant Memento Mori dans sa réflexion, elle pourrait choisir de réorienter sa vie vers des engagements plus significatifs, comme passer plus de temps avec sa famille, s'investir dans une cause qui lui tient à cœur ou explorer de nouvelles passions. Kala insistait aussi sur le fait que Memento Mori devait nous pousser à la compassion. Lorsque nous réalisons que chacun, sans exception, est destiné à quitter ce monde un jour, nous devenons plus empathiques envers les autres. Les conflits, les rancunes et les jalousies perdent de leur importance lorsque l'on se rappelle que la vie est trop courte pour être vécue dans la haine ou la colère. La mort, loin d'être une fatalité effrayante, devient alors un rappel bienveillant de l'universalité de la condition humaine, un pont qui relie tous les êtres vivants par leur destinée commune. Ainsi, nous sommes encouragés à pardonner plus facilement, à aimer plus librement et à apprécier davantage les moments partagés. Pour Kala, intégrer la conscience de la mort dans sa vie n'était pas un acte morbide, mais une source de force intérieure. En acceptant la fin inévitable de notre existence, nous devenons plus audacieux et plus libres. La peur de l'échec, de la critique ou du jugement des autres s'estompe lorsque l'on sait que, au bout du compte, tous ces obstacles ne seront que des poussières dans le vent. Cette perspective permet de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, de prendre des risques calculés pour réaliser nos rêves, et de vivre avec l'intensité et l'authenticité que nous désirons. Un artisan, par exemple, pourrait se décider à quitter un emploi sécurisant mais insatisfaisant pour se consacrer à sa passion de créer, car il sait que le temps pour le faire n'est pas infini. Alors que Kala approchait de la fin de ses jours, il restait fidèle à ses enseignements en acceptant la mort avec sérénité. Pour lui, la mort n'était pas une fin définitive, mais une transition naturelle, une étape inévitable dans le grand cycle de la vie. En transmettant ces dernières paroles à ses disciples, il les incitait à ne pas fuir la réalité de la fin, mais à l'utiliser comme une force motrice pour vivre plus intensément. En se souvenant constamment de la fragilité de la vie,
nous sommes encouragés à laisser une empreinte positive, à agir de manière vertueuse et à chérir chaque moment avec la pleine conscience de sa valeur. L'héritage de Kala, ce sage intemporel qui a incarné les 7 principes stoïciens, continue de briller dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'a touché, même longtemps après sa disparition. Ses enseignements n'étaient pas de simples idées philosophiques, mais des pratiques de vie qui résonnent encore aujourd'hui comme un appel à l'excellence personnelle et à la quête d'une existence vertueuse. Que ce soit par la recherche de la vertu, l'acceptation de son destin ou la pratique de l'introspection, chaque principe qu'il partageait ouvrait une porte vers une vie plus profonde et plus significative. Pour les générations qui l'ont suivi et pour nous qui vivons dans un monde agité, ces leçons restent un phare, une lumière dans l'obscurité, nous rappelant qu'il est toujours possible de trouver la sérénité intérieure malgré les tempêtes extérieures. Kala nous montre que le véritable épanouissement réside dans la maîtrise de soi, dans le courage de faire face aux aléas de la vie, et dans l'humilité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. À travers la contemplation du logo et la conscience de la fugacité de la vie, Memento Mori, il nous invite à vivre avec une perspective plus large, à ne pas nous laisser distraire par les soucis éphémères, mais à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En suivant l'exemple de Kala, nous sommes encouragés à nous relever après chaque chute, à chercher toujours à nous améliorer et à embrasser pleinement notre humanité. Ces enseignements ne visent pas une perfection inatteignable, mais un engagement sincère envers la croissance personnelle et le progrès constant. Ils nous rappellent que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de défis, mais de la manière dont nous choisissons de les affronter avec sagesse et résilience. En appliquant ces principes à notre propre vie, nous perpétuons l'héritage de Kala, et nous devenons à notre tour des exemples pour les autres. Que son exemple nous inspire à rechercher la vertu dans chaque situation, à accepter les hauts et les bas avec grâce, et à vivre chaque jour avec intention et humilité. Le monde a besoin de cette sagesse intemporelle, de ces valeurs qui transcendent les époques, pour nous aider à naviguer dans la complexité de la vie moderne. Si ces enseignements vous ont inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer les leçons de sagesse qui peuvent transformer votre quotidien, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne Sagesse en Évolution. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques. Cliquez également sur la cloche de notification pour être informé dès que nous publions de nouvelles vidéos. Ensemble, poursuivons cette quête de sagesse et d'évolution personnelle, en gardant toujours l'esprit ouvert et le cœur prêt à grandir.